un petit peu. C'est bon? Alors, bonsoir Ludovic. Salut Charles. Alors, déjà, je vais te demander de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas en fait. Ok, très bien. Je m'appelle Ludo, j'ai 33 ans, je crois, 34 ans maintenant déjà, le temps Déjà, passe vite, ouais, tu vois. ouais, pareil. Et du coup, je suis marketeur. Mhm. J'ai créé une agence qui s'appelle SLN Web il y a 6 ans maintenant. Et mon but, c'est d'accompagner les PME dans ce qu'on appelle la digitalisation marketing et commercial. Donc, D'accord. en gros, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que leur site internet soit leur meilleur commercial, qui génère des procès et que ces procès, on arrive à les convertir en clients, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus comment tu étais avant et ce qui a fait que tu as basculé récemment sur l'humanisation du marketing? Ouais, carrément. Alors en fait, donc le marketing digital, j'en fais depuis maintenant au moins une dizaine d'années. J'ai commencé le blog, les réseaux sociaux et en fait à utiliser Internet pour mon activité professionnelle, voilà, il y a 10 ans. Et en fait, j'ai rapidement fait attention à tout ce qui était les indicateurs de performance et aux analyses, etc. Donc je regardais beaucoup ce que je faisais, je regardais les performances que ça générait. Et puis, en fonction de ces résultats-là, en fonction de ces indicateurs, je faisais en sorte d'améliorer mes actions. Et la grosse problématique avec ça, c'est que si on fait que de l'analyse et que de l'optimisation, et on va effectivement identifier des actions qui fonctionnent très bien. On va commencer à faire que ça. Et on va commencer à publier sur les réseaux sociaux et sur son site internet un peu comme un robot, tout simplement parce qu'on a compris ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que mes performances commençaient à baisser sans que je puisse comprendre pourquoi. Et j'ai eu une discussion avec un gars qui s'appelle Jonathan Chan, qui est un influenceur marketing digital que vous retrouverez sur les réseaux sociaux. Je l'avais vu au salon du e-marketing l'année dernière. Et j'ai discuté de ça avec lui. Et en fait, il m'a dit, mais c'est normal, en fait, tu publies comme un robot. Et ça marche de moins en moins parce que les gens, ils veulent autre chose. Et ça m'a un peu énervé sur le coup, j'avoue. Parce que j'ai quand même un caractère de base qui est quand même assez scientifique. Et donc, tous les chiffres, ça me rassure. Et de voir des chiffres qui progressent et tout, c'est une bonne manière d'avoir des repères et donc de savoir ce qu'il faut faire. Et là, je me suis dit, en fait, il a peut-être raison. Donc, je me suis quand même posé, j'ai réfléchi. Et effectivement, en fait, je me suis perdu dans les chiffres, en fait. Donc, à force de publier pour générer plus de commentaires, plus de likes, plus de visites sur mon site internet, plus de leads, plus de clients, plus de chiffres d'affaires, j'en étais rendu à faire ce que tous les autres faisaient, en fait. Et comme on est de plus en plus nombreux à faire ça, en fait, on se partage une audience qui est de plus en plus limitée et les résultats suivent plus. Donc je me suis dit que j'allais arrêter tout ça et que j'allais recommencer à être moi-même et à publier des trucs qui m'intéressent moi et qui me plaisent avec des angles qui m'intéressent vraiment, quitte à être un peu provoque, quitte à être un peu direct sur des trucs. Et en fait, j'ai remarqué qu'en faisant ça, là, mes statistiques, elles ont vraiment explosé. Non pas que je continue à suivre mes statistiques aussi souvent, mais je le fais encore forcément parce que c'est important. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, je suis passé de 20 likes, 30 likes sur certaines publications à maintenant 100, 200, 300, 500, juste en apportant de la personnalité dans mes publications. Et en fait, je me rends compte que dans tous mes articles, je dis qu'il faut être authentique, qu'il faut être soi-même, qu'il faut publier comme on est en fait. Et je le faisais plus. Et le fait de le refaire et d'appliquer vraiment ce que je préconise à mes clients et ce que je fais chez mes clients, ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Et du coup, le fait que tu continues quand même à regarder ces statistiques et que tu restes humain, est-ce que ça te pousse pas non plus à changer, à changer, comment dire, à aller quelque chose de trop formaté, de trop formaté? Ouais, non, justement, là, c'est vraiment maintenant, je suis vraiment plus dans l'expérimentation et je suis vraiment plus dans le confort aussi. C'est un truc que maintenant je prône pas mal. Avant, j'étais plutôt le mec qui disait faut travailler dur pour Ouais. réussir. Mhm. Et maintenant, je suis plutôt le mec qui va te dire pour réussir, il faut travailler dans le confort. Tu vois. Ouais. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, la régularité sur les réseaux sociaux et sur mon site internet, je l'ai beaucoup moins qu'avant. Et des fois, je vais publier plusieurs fois par semaine. Puis il y a des fois, comme cette semaine, où j'ai pas dû publier.
aussi un post pour le live mais sur sinon, LinkedIn. t'as pas... J'ai pas publié d'article cette semaine, pas parce que j'avais rien à dire de particulier, et parce que j'en avais pas envie tout simplement. Et après, ça c'est aussi l'avantage. Au départ, en fait, on n'a pas trop le choix que d'être dans la régularité. Si on n'a pas de visiteurs sur ce site internet, si on n'a pas d'audience sur les réseaux sociaux, il faut un minimum de publication, de volume de publication, de fréquence pour pouvoir générer des résultats. Une fois qu'on commence à avoir une communauté et qu'on a des visiteurs, bah, si on publie un peu moins pendant 2-3 semaines, c'est pas très grave. Il n'y aura pas d'impact vraiment significatif sur son référencement ou sur le nombre de leads que tu vas générer. Donc ça, c'est aussi un point qui est confortable pour nous, parce qu'aujourd'hui, on génère entre 30, 40, voire 45 000 visiteurs par mois. Et que bah oui, si on ne publie pas pendant une semaine, c'est pas grave, on continuera de générer 1800, 2000 visites par jour, quoi, donc c'est pas un problème. Donc non, maintenant je suis vraiment plus dans l'authenticité, et si j'ai envie de publier et que j'ai un truc à dire, je vais le faire. Avant, je préparais mes posts, et je sais que ça performe mieux, par exemple le mardi matin ou le jeudi après-midi. Une idée me passait par la tête le samedi, je la rédigeais, et puis j'allais la publier le mardi parce que ça marchait mieux le mardi. Maintenant, ça j'ai complètement arrêté. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qu'il est 23h, je le fais. Et puis s'il y a moins de monde, c'est pas grave. En fait, c'est plus l'engagement, et c'est plus aussi l'authenticité qui fera le reste. Et je me suis rendu compte de ça, par exemple, sur YouTube. Sur YouTube, au début d'année, on avait 17 abonnés sur la chaîne. Là, on en a 244. C'est pas ouf. Par contre, nos vidéos sont vues entre 200 et 300 fois à chaque fois. C'est pas ouf non plus. Mais juste pour te dire qu'on m'a arrêté plusieurs fois dans la rue pour me dire ta vidéo elle est cool, franchement continue, j'ai bien aimé, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur tel et tel sujet. Je suis arrivé chez un client qui est un gros client, qui est une grosse boîte qui fait plusieurs milliards d'euros, enfin de dollars, parce que du coup c'est une boîte américaine dans le groupe. Et en fait, quand je suis rentré, la personne m'a dit ça fait trop bizarre de te voir en vrai, je t'ai vu en vidéo YouTube et c'est cool, et on est hyper content de travailler avec toi. Donc les vidéos YouTube sont vues que par 200 ou 300 personnes, mais ça m'a permis de signer déjà un client, un beau client, et ça me permet d'avoir des retours hyper positifs. Donc plutôt que de viser la quantité, maintenant on va plutôt viser la qualité. D'accord. Et donc tes réflexions sur la réhumanisation du marketing t'ont amené donc une certaine définition. Je cite donc: le marketing est une stratégie qui consiste à étudier les besoins, attentes, valeurs et comportements de l'acheteur afin de lui offrir une expérience unique dont l'acte d'achat n'est pas le seul succès. Ouais, j'ai dû dire ça. C'est possible. En fait, ce qui est vraiment important maintenant avec le marketing digital, c'est qu'aujourd'hui, l'acheteur, il a l'embarras du choix. Il se pose une question, il va sur Google, mais il va choisir ce qu'il regarde, et il va choisir combien de temps il regarde et quand il regarde. Et ça signifie quelque chose de très important. Ça signifie que maintenant, il faut aller dans le sens de l'acheteur. Et donc, plutôt que de vendre, il faut commencer à l'aider dans sa réflexion. Aujourd'hui, on se rend compte que l'acheteur, avant de prendre une décision d'achat, donc là, je parlais principalement en B2B pour ce que je connais, parce que c'est plutôt mon domaine d'activité, mais c'est aussi valable pour le B2C finalement. En B2B, donc d'entreprise à entreprise, l'acheteur va plutôt rechercher une relation plutôt qu'un produit ou un service ou qu'une marque. Et en fait, l'acheteur veut d'abord comprendre sa problématique, il veut d'abord identifier lui-même les solutions, les comparer, retenir les solutions qui lui semblent les plus pertinentes avant de parler à quelqu'un de commercial. Et quand on a compris ça, et du coup, on sait que derrière, en termes de stratégie de contenu, en termes de stratégie de communication sur les réseaux sociaux, on va devoir mettre en place des contenus justement qui vont aider la personne à répondre à ses questions et à solutionner ses problématiques. Donc aujourd'hui, si tu vas sur mon site internet, concrètement, j'avais encore la discussion hier, on accompagne la CCI Normandie sur leur transformation digitale. Et justement, eux se posaient la question de oui, si on fait ce que vous dites, on va donner tellement d'informations sur internet que les gens n'auront plus besoin de nous. Et je leur ai répondu carrément. Si vous allez sur mon site internet, tout ce que je suis en train de vous montrer sur l'écran, vous l'avez en article. Mais je suis quand même dans votre bureau aujourd'hui à vous expliquer ce que vous devez faire. Donc ce qui est important, c'est vraiment qu'on donne tout. Et c'est comme ça en fait, qu'on va se positionner comme un expert. Et c'est aussi comme ça qu'on va gagner la confiance de son audience, des prospects et des clients. Donc nous, on croit vraiment fort à ça. Et aujourd'hui, on est persuadé que pour gagner la confiance des clients et pour gagner des clients sur Internet, il faut arrêter de vendre, il faut gagner la confiance en aidant. D'accord, ouais. C'est ce que j'avais cru comprendre dans la dernière, dans une fois, quand on s'était vu à l'œil marketing, c'est ce que tu avais dit. Je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses des chatbots? Parce que c'est quand même quelque chose d'utile quand on a une question à poser à quelqu'un sur un service, par exemple Orange. Parfois, il est minuit, il n'y a pas forcément quelqu'un derrière, Non. mais on perd aussi en humanité.
Ouais. Alors moi, du coup, ouais, je peux même élargir la question à l'automatisation finalement, parce que oui, il y a les chatbots, mais il y a aussi les mails automatiques, il y a plein de choses qu'on peut automatiser aujourd'hui, mais c'est super cool en fait. C'est une super opportunité, le chatbot, de répondre aux attentes de l'acheteur moderne. Justement, l'acheteur, comme je le disais tout à l'heure, il a des besoins, il a des questions, et c'est pas forcément pendant les heures de bureau. Des fois c'est le soir, des fois c'est quand il est dans le métro, des fois c'est en pleine nuit, il se réveille, il a une question, et il veut trouver la réponse. Et l'avantage du chatbot, c'est que tu peux lui répondre à tout moment. C'est comme il y a des outils qui permettent de prendre des rendez-vous en ligne avec des commerciaux. Ça, c'est hyper pratique parce que le gars, s'il se réveille à 3 heures du matin avec un besoin, eh ben, il peut prendre rendez-vous directement avec un commercial quand il en a envie et quand il est disponible. Donc ça, c'est hyper important. La grosse problématique de tout ce qui est automatisation et tout ce qui est chatbot et innovation automation, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont tomber un peu dans le travers que je te décrivais en début d'interview, de l'automatisation à outrance. Plus qu'on automatise, on gagne du temps, on gagne forcément de l'argent, et donc on va gagner en performance, donc on va tout automatiser, et puis ça va être cool. C'est pas du tout le rôle de l'automation. Aujourd'hui, le chatbot doit te permettre de répondre à une question que se pose l'acheteur au moment où il est sur ton site internet. Donc ça, c'est cool. Par contre, le chatbot ne va pas remplacer un commercial. Derrière, si tu fais bien le taf, si tu amènes bien ton acheteur à maturité, il aura besoin de parler à quelqu'un pour valider juste que sa réflexion est la bonne et que son choix est le bon. Et donc, en fait, tout ça pour dire que tout ce qui est chatbot, automation, ça doit te servir à gagner du temps, ça doit te servir à améliorer ce que nous on appelle l'expérience prospect. En fait, on parle beaucoup d'expérience client, mais maintenant il y a aussi l'expérience prospect. Donc tu gagnes du temps, tu peux proposer des services que tu pourrais pas proposer de manière humaine, sauf si tu passes par des petits Chinois qui vont rester connectés toute la journée, mais ça paraît assez compliqué. Donc c'est cool. Maintenant, il faut le faire intelligemment, il faut le faire de manière stratégique. J'ai l'habitude de dire, et on a l'habitude de dire avec Seb, qui est mon associé, parce que c'est sa phrase, donc je le cite. L'outil est toujours au service d'une stratégie. Mettre un chatbot pour mettre un chatbot, ça sert à rien. Par contre, si tu mets un chatbot parce que tu as une stratégie, parce que tu as identifié que ton acheteur sur telle et telle page de ton site internet, il se pose une question qui est importante et que tu dois lui répondre pour qu'il aille sur l'étape suivante, eh ben faut le faire quoi. Mais il faut vraiment le faire dans une optique stratégique. Ok. Et au niveau du marketing d'influence, qu'est-ce que tu penses des influenceurs en général? En fait, les gros influenceurs et la micro-influence. C'est cool aussi. Mais là, c'est pareil, c'est un peu la même réponse que celle que je viens de donner. Il faut que ce soit fait de manière stratégique. Maintenant, tout le monde est influenceur. Donc, Oui, c'est peut-être un peu un problème. Les gros influenceurs, j'en parlerai pas parce que finalement, ça concerne que les très très grosses marques. Qui sont tellement chères que la PME locale pourra jamais se payer un gros influenceur, à moins d'avoir un piston, je sais pas, un réseau assez énorme. Maintenant, les micro-influenceurs dont je fais partie parce qu'on me sollicite, on reçoit des mails régulièrement de est-ce que tu peux faire la publicité sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Par contre, il faut que ce soit fait de manière stratégique. Et là, pour le coup, il faut vraiment que tu analyses ce que tu fais. C'est-à-dire que prendre un influenceur en se disant que ça va rapporter des clients, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu aies vraiment une stratégie, il faut que tu cibles tes influenceurs en fonction de ce qu'on appelle les personas, en fonction de ta cible, et il faut que derrière tu analyses ce qui se passe. Maintenant, ce qui se passe avec Instagram, c'est que tu as des influenceurs qui ont acheté des followers, qui achètent des likes, des commentaires, et puis quand tu arrives sur leur compte, tu as l'impression qu'ils sont hyper influents, mais en fait, ils ne sont pas du tout influents. Donc si tu n'analyses pas un minimum, déjà le compte avant de le contacter, et puis forcément les performances derrière, tu peux tomber dans ces travers-là. Et donc l'influence marketing, c'est cool. Ça marche, parce que ça marche vraiment. Ça marche vraiment, pourquoi? Parce que l'acheteur il est en recherche d'authenticité, donc s'il arrive à cibler les bons influenceurs qui ont une communauté vraiment engagée et des influenceurs qui sont vraiment authentiques. Qui sont engagés avec leur communauté. Qui sont engagés avec leur communauté et qui sont aussi transparents, parce qu'il y a des influenceurs qui font de l'influence, qui font de l'affiliation par exemple, mais qui ne disent pas leur communauté ou qui en abusent un peu et qui jouent un peu de ça, et du coup ça c'est pas terrible. Il y a des histoires qui sont sorties notamment via des gamers qui plaçaient des trucs un peu comme ça, pas forcément de manière réglo, et comme vous avez une communauté plutôt d'adolescents, ça posait un peu problème. Donc oui, il y a des histoires par rapport à ça, mais si tu as le bon outil qui te permet d'analyser la communauté de l'influenceur, qui te permet d'analyser aussi les performances des posts que tu vas publier. Et si tu as une bonne relation avec l'influenceur, aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui montrent qu'un influenceur ne recherche pas de l'argent. Il recherche une marque qui partage les mêmes valeurs que lui
qui a analysé son travail, qui comprend son travail et qui aime son travail. Ça, c'est vraiment le point important. Aujourd'hui, un influenceur, combien ça coûte? J'en sais rien. Il y a des influenceurs qui travaillent gratos. Enfin, moi, des fois, ça peut m'arriver de partager un truc sur les réseaux sociaux juste parce que c'est aligné avec mes valeurs, c'est aligné avec ma communauté et que ça va apporter de la valeur à ma communauté. Donc je vais le faire gratos. Je fais quasiment pas de payant. Ça m'arrive peut-être 2-3 fois, mais franchement je le fais pas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est pas la rémunération qui fait la différence, c'est plutôt la manière dont on va contacter l'influenceur. Donc l'influence marketing, il faut que ce soit une stratégie avec des objectifs, avec une bonne identification des influenceurs, une bonne stratégie pour contacter l'influenceur et pour le séduire, et une stratégie justement pour analyser les performances des actions. D'accord. Je vais te sortir des citations. Ouais, cool. Les tiennes. Ah, c'est les miennes. Okay. C'est les tiennes. Si je m'en rappelle. On va voir si tu t'en rappelles. Le marketing des chiffres enlève toute humanité. Ouais. Bah, c'est un peu ce que je te disais au départ. C'est les chiffres, c'est vraiment important. Quand je te dis, quand je dis cette phrase, on peut se dire, bah non, en fait, je vais pas analyser mes actions parce que ça va enlever l'humanité dans mes posts, etc. Ça, c'est un peu extrême. C'est forcément provoque aussi pour que les gens aient ça en tête, mais il faut vraiment analyser ces actions pour savoir ce qui fonctionne pas, juste si on veut être rentable. Mais maintenant, effectivement, si on tombe dans le travers de trop analyser et de faire que ce qui va générer des likes, des commentaires, parce qu'on a vu que ça fonctionnait comme ça et qu'on abuse de ce truc-là, bah forcément, il faut se laisser un peu aller du coup. Il faut de la spontanéité. D'accord. Une autre citation que j'ai beaucoup aimée, c'est il faut travailler dur pour réussir. Bullshit. Ouais, bah c'est ce que je te disais exactement au début de l'interview. Là-dedans. Ouais, bah parce que mais ça c'est on nous apprend ça depuis quand même tout petit. Travaille dur, tu y arriveras. Ouais, bah là c'est là que tu m'as dit que l'interview durait 1 heure, donc ça je pourrais en parler 4 heures parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne en ce moment. Ouais, moi aussi ça m'a passionné. Mais effectivement, on est dans une société. On te dit de travailler dur. On te dit qu'il faut travailler dur pour réussir et qu'en gros, si t'as pas mal, c'est que t'as pas travaillé assez et donc tu mérites pas de réussir. Et tout le monde croit ça parce que c'est ce qu'on t'apprend depuis toujours. À l'école. Dès que tu rentres en maternelle, en fait. Quasiment, quoi. Donc ça, c'est un gros problème, plus global même que le marketing, parce que c'est pas vrai, en fait. Tu peux réussir en bossant 4, 5, 6 heures par jour. Et donc, je dis pas qu'il faut pas travailler beaucoup, parce que c'est une erreur, mais qu'il faut travailler dans le confort. Et donc, il faut que ce soit confortable. Ça, c'est vraiment un point important. D'accord. Justement, on va parler de détox digital. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti cet été? C'est cool. Ouais, cet été, j'ai coupé mes réseaux sociaux pendant 4 semaines. Pour la première fois de ma vie, du coup. Mes emails professionnels aussi. Mon smartphone, grosso modo, je l'ai utilisé juste pour Waze pour aller en vacances. donc, grosso modo, il m'a servi de GPS, le téléphone, pendant 4 semaines. Et là, c'était hyper cool, quoi. Tu étais en contact quand même avec ta famille, tes amis quand même sur certaines applications? Ouais, par texto, par téléphone. Enfin, s'il y a quelqu'un qui voulait me joindre, il passait par mon téléphone ou par SMS, et puis sinon, il n'arrivait pas à me joindre. J'ai loupé des apéros comme ça. Il y a des gens qui m'envoyaient des invites pour des apéros via Messenger, WhatsApp, etc. J'ai rien vu. Et puis, pourtant, ils étaient au courant, tu avais annoncé. J'avais annoncé, ouais, mais les gens s'en tapent en fait. Et ça, c'est aussi un point important. Comme tout à l'heure, on parlait travailler dur pour réussir bullshit. Les gens pensent que ton temps leur appartient. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est hyper important. Et donc, c'est pas grave. En fait, au début, quand j'ai commencé à me déconnecter, justement, le post dont tu parles, j'ai mis un post sur tous mes réseaux sociaux en disant il est temps que je me déconnecte parce que je suis plus productif, je perds en efficacité, j'arrive pas à renouveler mes idées, puis je suis fatigué, tout simplement. Donc, je vais couper. Et le premier réflexe que j'ai eu, une fois que j'ai tout fermé, c'est de reprendre mon téléphone pour me dire je vais regarder si j'ai des likes et des commentaires. Tu vois, c'est et là j'ai eu le courage, parce que je pense qu'il faut du courage malgré tout, de me dire en fait je m'en fous, je regarderai plus tard. Et plusieurs fois comme ça pendant les 4 semaines, j'ai eu des moments où je me disais tiens, faut que je regarde quand même si j'ai pas loupé un truc. Ça n'a pas été trop dur? Ouais, j'ai l'impression qu'on parle à un alcoolique là. Mais moi je te dis ça parce que je serais exactement pareil. La première semaine, je serais un peu en transe. Mais ça a été un peu dur. Franchement, faut dire un peu ce qui est. Ça a été dur. Il y a des moments où j'avais envie d'aller. Il y a des moments en fait où je recherchais le nom de quelqu'un, où je recherchais parce que je voulais contacter telle ou telle personne. Et mon réflexe, c'était d'aller sur Facebook ou quoi pour retrouver
son contact ou pour lui envoyer un messenger, quoi. Et en fait, je me suis dit, non, ça, je le fais vraiment pas. J'ai vraiment joué le jeu à fond. Mhm. Et en fait, tu te rends compte que, au bout quand même d'une semaine, même pas 3-4 jours, déjà, tu commences à te détacher du truc. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, ce qu'on appelle fear of missing, je sais plus quoi, c'est FOMO en anglais, mais je sais plus c'est quoi la fin du truc. En gros, on a peur de manquer quelque chose, et c'est quasiment maintenant, c'est entré dans notre quotidien comme une peur vraiment vitale. On a peur de, en gros, inconsciemment, on a J'ai peur de peur mourir de parce louper que une tu as loupé un info, truc. ouais, c'est vrai. Et en fait, non, c'est de la grosse connerie. Mm. Et au début, tu as un peu peur, et en fait, tu te rends compte que, oui, j'ai manqué des apéros. Oui, j'ai pas vu tous les commentaires et les likes que j'avais sur mon post, parce que j'en ai vraiment eu beaucoup. Ouais. J'ai pas vu les mails qui ont été envoyés, j'ai perdu des clients pendant l'été. Mais c'est pas grave en fait. Je suis toujours là, je suis toujours vivant, et puis c'est cool. D'accord. Et maintenant, à tel point que j'ai enlevé toutes les notifications de mon smartphone, j'ai enlevé les pastilles rouges qu'on a sur les réseaux sociaux, j'ai enlevé oui, les notifications quand je reçois un email, parce que maintenant je me suis alloué des plages pour répondre à une notification, pour répondre à mes emails. Mes clients, j'avais déjà appliqué ça avec eux, mais mes clients savent que j'ai des créneaux pour eux, et que en gros, si eux, leur créneau c'est lundi matin et qu'ils m'appellent jeudi soir, ils auront une réponse lundi matin et pas autrement. Ça c'est important, parce que si tu respectes pas ton temps, en fait, t'es pas productif et t'es pas efficace. Et pendant cette détox, comment a réagi ta communauté? Et elle était contente pour Elle moi. était contente. C'est ça qui est cool, quoi. Et j'ai publié le post, j'ai publié un post sur LinkedIn, je crois que c'était mon meilleur post, j'ai dû faire 700 Oui, non, likes, c'est ça. Ça a bien cartonné. Et en fait, là où j'ai été vraiment choqué, parce que finalement c'est quand même choquant de voir ça, quand je suis revenu de vacances, donc j'ai remis un post pour dire voilà, je suis revenu, voilà ce que j'ai appris, donc ce que je viens de te dire, et voilà pourquoi tout le monde devrait le faire. Et là, j'ai eu des dizaines de commentaires, peut-être même des centaines, de gens qui m'ont dit mais comment t'as fait, j'y arriverai jamais. Et là, je me suis dit mais comment on peut en arriver à avoir une telle addiction juste sur des applications virtuelles, quoi. Et là, ma réponse à ça, c'était en fait, si tu as envie, tu coupes ton téléphone, puis voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à un burn-out à un moment donné? Ah, mais ce genre de choses carrément. Moi, j'en suis arrivé là, en partie à cause des technologies, en partie à cause du boulot, parce que nous, dans nos boulots marketing digital, on est connecté sans arrêt. Moi, j'en étais arrivé à un niveau où je me levais à 5h du mat, j'allumais mon ordi, je prenais mon café devant l'ordi, je commençais à bosser à 5h du mat, et finissais à 19h30, 20h. J'ai jamais été un oiseau de nuit, donc je bossais jamais la nuit. Mais quand tu fais 5h, 18h30, 19h, et puis que le week-end, tu es sur ton téléphone à regarder les notifications, les trucs, les machins, t'as un moment, ton corps, il te dit non, ça va pas, quoi. En fait, tu es trop dans ton esprit, tu es trop dans le virtuel. Et là, forcément, ça crée des décalages. Donc, le fait d'être tout le temps connecté, oui, ça fatigue, et oui, ça peut engendrer des burn-out. Et là, les notifications, ça pourrait faire comme un peu une dictature moderne. Ça pourrait, on serait régi par toutes ces notifications à la de toute façon, c'est même pas, ça peut faire un peu comme une dictature. C'est une dictature, en fait. C'est les réseaux sociaux font tout pour que vous restiez le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et quand vous utilisez Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, vous en utilisez, je sais pas, 4, 5, 6, en gros, vous avez 6 marques qui se battent votre attention et qui font tout pour que vous restiez sur leur truc. Donc forcément, vous tombez dans le panneau, parce que c'est du neuromarketing. Donc tout est fait pour t'amener vers ça. Le truc des pastilles rouges, c'est hyper intéressant, parce que quand vous vous connectez, vous avez Facebook et vous voyez notif de une pastille rouge, machin, le premier truc que vous avez envie de faire, c'est rouge, c'est urgent, il faut que j'aille voir, il faut que j'enlève cette notification. Il y a un truc vraiment tout bête à faire pour vérifier ce que je suis en train de dire. Vous mettez votre téléphone en noir et blanc. Si vous avez un iPhone, vous appuyez 3 fois sur le bouton on là, ça va vous mettre votre smartphone en noir et blanc. Et là, vous allez voir les notifications, vous n'allez même plus les regarder, parce qu'ils sont plus en rouge, ils seront en grise. Et juste le fait que ce soit rouge, ça te donne envie d'aller cliquer, il faut que tu cliques. Et ça, c'est pervers, quoi. Ah oui, ça c'est complètement. Le syndrome de super-héros dont tu as avoué avoir été victime, qu'est-ce que c'est? Le syndrome du super-héros, alors ça, c'est un truc, c'est un truc pas cool, c'est un truc cool. Je sais pas. Faut que ce soit. C'est un vaste sujet. En fait, le syndrome du super-héros, en gros, si je raconte un peu mon histoire, j'ai quelques compétences, on va dire. Je suis pas trop idiot, on va dire. Et le problème, quand c'est ça, c'est que tu peux avoir tendance à être entouré de personnes qui sont pas malveillantes, mais qui vont prendre l'habitude de se reposer sur toi parce que tu sais faire mieux plus vite que les autres. Et si tu as un terreau un peu fertile, donc là on va pas rentrer dans la psychologie parce que ça peut durer des heures, mais
si en gros tu as quelques petits trucs à régler, tu vas endosser le costume de super-héros parce que ça te permet d'être accepté, de ne pas être rejeté, d'être mis en avant, d'être sur un piédestal, etc. Donc toi tu joues le jeu et tu commences à faire plus que ce que tu devrais faire et tu dis oui un peu à C'est tout. par rapport à ton entourage ou les clients? Ah, c'est par rapport à tout. Et c'est par rapport aux clients, c'est par rapport à la communauté que tu peux avoir sur les réseaux sociaux. Il y a des fois, tu vas te dire, enfin, c'est même un peu plus pervers que ça, parce que des fois, tu penses que ta communauté attend quelque chose de toi, ou que tes clients attendent quelque chose de toi, ou que ton entourage attend quelque chose de toi, alors qu'en fait, c'est toi C'est toi qui attends c'est quelque toi chose. qui dis ça, en fait. Et en fait, ça, le fait de m'être déconnecté, ça a un peu joué à déjà ce que je prenne conscience de ça et que je l'arrête ce truc-là, parce que c'est fatigant. Quand tu arrêtes, tu n'es plus connecté à tes réseaux sociaux, tu te disais, oui, ma communauté, elle attend ça, elle attend que je publie des articles 2 fois par semaine, elle attend que je publie des posts sur Twitter 4 fois par jour. En fait, Tu non, deviens ta esclave communauté... de toi-même. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est toi qui as pensé ça, parce que tu regardais tes statistiques et que tu as vu que quand tu publiais 4 fois, ça générait plus de visiteurs, plus de leads, donc tu t'es dit, ma communauté, elle attend ça. Mais en fait, ta communauté, honnêtement, elle s'en fout. Je pense que quand j'ai pas été connecté pendant 4 semaines, il n'y a pas 10 000 ou 20 000 personnes qui se sont dit mais putain Ludo il fait chier, il a rien publié depuis 4 semaines, tu vois. Enfin, en fait on s'en fout. Et le syndrome du super-héros c'est ça, c'est tu vas tout faire pour tout faire en fait, j'ai envie de dire. Tu vas prendre des missions qui sont pas les tiennes, dès qu'il y a un problème tu vas te jeter dessus pour le résoudre, et en gros c'est ça quoi. D'accord. Très bien. Alors, je vais te montrer certaines choses Ouais. et tu vas me dire si c'est du bon ou mauvais marketing. Cool. Alors, donc, des publications avec des petits chats. Ah, c'était du bon marketing, mais il y a 10 ans en fait. Je pense que tu peux me montrer du coup. Ça, En live, alors là on a 3 petits chatons dans une corbeille avec des fleurs. Ouais, ça c'est cool, hein, mais c'était il y a 10 Est-ce ans. que ça j'ai se envie fait de- encore, hein? Ah, je pense que ça se fait encore, parce que hier j'ai écouté un podcast d'un mec qui disait que oui, tu peux mettre un chaton dans un email en disant je suis triste parce que tu te désabonnes, je sais pas quoi, et du coup ça va toucher les gens. C'est peut-être une bonne idée, mais oui, ça se fait encore. Ouais, c'est un peu. Il y a beaucoup de boîtes maintenant, enfin c'est un sujet, mais il y a beaucoup de boîtes qui pensent encore que le marketing c'est faire le buzz avec un chat ou faire le buzz avec une vanne ou faire. Et moi j'ai des clients des fois, ou enfin plutôt des personnes parce que je bosse jamais avec ces boîtes-là, qui vont me dire moi j'ai besoin de toi parce qu'il faut que tu me fasses le buzz. Non, ça veut rien dire quoi. Ouais. Enfin, faire le buzz, non, ça ne marche pas. Donc non, ça c'est du marketing qui était cool en 2000. Il y a 10 ans, c'était 2010. En 2010, c'était. Mais maintenant, c'est pas. C'est- Alors maintenant, c'est. Je te la montre d'abord. Oui, nous louons aussi aux femmes. Ah ouais, c'est cool ça. C'est cool, non, c'est pas cool. J'ai fait un article justement sur les bad buzz et notamment les marques qui étaient un peu maso, enfin qui étaient un peu miso, du coup, c'est pas maso, Ouais, c'est miso. miso. Euh, Par rapport à ça, je suis par rapport au bad buzz, parce que là finalement le but de cette publicité c'est de faire un bad buzz, que hein, les gens parlent. c'est que les gens parlent et tout. Le bad buzz c'est une bonne technique que moi je n'approuve pas, mais c'est une technique qui fonctionne. C'est-à-dire que si tu fais un bad buzz, si derrière tu as bien anticipé ton bad buzz et tu as bien anticipé forcément les réactions qu'il va y avoir derrière, tu vas avoir la bonne stratégie de réponse et en fait tu vas savoir retourner le bad buzz en bon buzz. Et, Comme Nike l'a fait aussi, enfin, c'était avec le footballeur américain. Ouais, alors je sais plus. Ce Nike, je sais pas, mais. Parce que justement, il y a plein de gens qui avaient cramé les chaussures Nike parce que D'accord. c'était quelqu'un qui avait mis comment dire, le genou à terre en Ah ouais, protestation ok. contre Trump. Ils avaient fait un bad buzz, mais du coup, ils avaient réussi justement à le bien contourner pour asseoir la notoriété de marque, justement. Ouais, bah Nike, ouais, du coup, c'est une grosse marque et ils sont forts pour ça. Oui. Il y a des exemples aussi en France. Hein. Il y a La Redoute à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez. Quand tu allais sur le site de La Redoute, en fait, tu voyais une photo de famille pour des maillots de bain ou je sais pas quoi. Et à l'arrière, sur la plage, il y avait un mec à poil. Et ça avait fait un gros bad buzz quand même de fou pour La Redoute. Et La Redoute, ils ont retourné ça de manière hyper. Ah, tu vois, je suis quand même connecté, il y a ma montre qui me parle, tu vois. Et en fait, La Redoute a été hyper maligne, du coup, à ce niveau-là. En fait, ils ont fait une vidéo en disant il y a d'autres coquilles qui sont cachées sur notre site internet et on vous demande de les retrouver pour nous aider, etc. Et là, ils avaient mis, je sais plus, un dinosaure dans une piscine ou des trucs comme ça partout sur le site web. Et ça, c'était hyper malin. Les gens, ils ont hyper kiffé le truc. Et le bad buzz a bien fonctionné. Il y avait, par rapport au bad buzz que tu me montres là, des voitures et des femmes, ça, il y en a plein. Il y a Renault qui l'a fait
En Belgique, ils ont pris cher. Il y a une autre marque que j'avais bien. Enfin, ça m'avait fait rigoler, mais c'était peut-être pas drôle. Hein, mais une marque où il y avait une vieille dame qui était au volant d'un truc et c'était pour du covoiturage, je crois, une nouvelle marque de covoiturage. Et en gros, c'était le slogan, c'était on amène mamie. En gros au cimetière quoi. Et ça forcément c'est hyper violent. Par contre ça a marché parce qu'on a parlé de la marque, etc. Mais moi je suis pas pour, parce que je pense que je suis plutôt le genre de mec qui va faire du marketing éthique, du marketing bienveillant, comme je te disais tout à l'heure, d'aider, etc. Maintenant, si tu n'as pas de budget, que tu es une petite marque et que tu veux jouer la provoque et que tu es prêt aussi à en assumer les conséquences, c'est une stratégie qui fonctionne. D'accord, donc un buzz volontaire. Est-ce que c'est possible de se dire, je vais faire en sorte pour faire un buzz? De faire un buzz ou un bad buzz, du coup? Un buzz. Est-ce que c'est possible de faire un buzz? Moi, j'y crois plus trop à ce truc-là. De l'anticiper, se dire, là, ça va faire un buzz, et du coup... Donc il faut anticiper un buzz, c'est possible, mais en fait, c'est possible que pour les grandes marques, en fait. Quand tu es une PME, que tu as un petit budget, et que maintenant, de faire un buzz, il y a tellement de choses, il y a tellement de créateurs de contenu, que faire un buzz, ça devient vraiment très très compliqué. C'est un peu comme tu veux devenir footballeur, mais il y en a sur 1 million qui demandent footballeur. Tu veux faire un buzz, tu vas tenter des trucs, tu as une PME dans l'année qui fera un buzz, mais pas plus, quoi. D'accord. La phrase « achetez ou vous allez mourir », ce genre de phrase un peu violente. Ah ouais, mais ça c'est bien que tu me poses, que tu me parles de ça. J'ai fait un post LinkedIn, je crois, hier sur le sujet, ou lundi, je sais plus, bref. Il y a un autre truc, là, si tu te balades au Havre, parce qu'on est au Havre, sur la plage, ils sont en train de construire un nouvel immeuble face au petit port, là. Et quand tu te balades sur ça, il y a une banderole qui dit « Ma vie en mieux commence ici ». Et c'est un peu le même principe que acheter ou vous allez mourir, c'est aujourd'hui, et ça franchement ça c'est un truc qui m'énerve de plus en plus, il y a beaucoup de marques qui vont jouer sur entre guillemets la recherche du bonheur pour essayer de gagner des clients. Et en gros, via des slogans comme celui-là ou comme ma vie en mieux commence ici, finalement c'est de levier psychologique où tu joues sur la frustration des gens qui se disent moi je recherche forcément plus de bonheur, je veux être plus heureux. Et ça passe par acheter ma maison dans cet immeuble-là, ou ça passe par acheter cette paire de pompes parce qu'on m'a dit que si je l'achetais pas, j'allais mourir. Il y avait Kiabi qui a fait une campagne de pub aussi il n'y a pas longtemps où c'était tu vois des gens habillés en Kiabi et le slogan c'est le bonheur vous va si bien. Donc en gros, inconsciemment, ça dit quoi au mec? Ça dit si tu veux être heureux, tu sois bien en Kiabi. Et ça pour moi c'est... Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus quand même de slogans marketing, ce genre de choses qui jouent vraiment sur, qui jouent vraiment sur l'émotion, sur le bonheur, et tu as l'impression de voir à chaque pub d'être un peu frustré. On n'est pas heureux en fait. Mais il y a un mec, un américain, mais je retrouverai pas le nom donc je vais pas le citer. Mais en gros qui disait, c'est un pape du marketing qui disait les marketeurs là-dessus, on avait une responsabilité parce que finalement, en créant le manque, en jouant sur les points de douleur, ou en jouant sur la frustration de la recherche du bonheur, de toute façon, c'est une recherche sans fin, donc forcément, on le recherchera toujours, on contribue d'une manière ou d'une autre à la baisse du moral des consommateurs. Et c'est pas pour rien que dans les pays les plus, j'allais dire civilisés, mais c'est pas le bon terme, les plus... les plus, tu vois ce que je veux dire, occidentaux, j'ai envie de dire, là où il y a le plus de marques, les pays les plus riches, en fait, c'est ça que je cherchais. De communication, c'est ça. De marketing. En fait, c'est dans les pays les plus riches que les gens sont le moins heureux. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé de messages à longueur de journée qui nous dit la vie c'est cool, mais elle pourrait être encore plus cool si tu acheté tel truc ou tel truc, quoi. Donc, c'est ça, donc moi ça me pose problème et je pense qu'on peut faire différemment, et en tout cas moi j'essaye de faire différemment pour moi et pour mes clients, et je pense que ça marche. D'accord. Voilà. Donc maintenant c'est une femme à moitié, devine qu'elle est nue, il n'y a rien de tel que de s'en sentir bien à l'intérieur. Donc une pub pour un yaourt, Diva. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce... Celle-là, elle est cool. Je trouve ça marrant. Je suis pas le genre de mec à penser... quand j'étais petit, plus jeune, parce que j'ai toujours voulu travailler dans la pub, donc je notais toujours les pubs qui passaient à la télé, machin. J'étais le genre à dire, mais pourquoi on fout une femme à poil alors qu'on vend un yaourt? Pour tout et n'importe quoi, en fait. Et en fait, maintenant, on est tellement tombé dans l'inverse, tu vois, on n'a plus le droit de rien faire, en fait. Maintenant, ça devient compliqué de dire des trucs ou de faire des trucs. Que en fait maintenant j'ai carrément inversé le truc. Enfin, si c'est marrant, pourquoi pas. Il y a des trucs qui sont moins marrants, notamment il y a une pub qui tourne en ce moment pour Nana, les serviettes hygiéniques, là où t'as une meuf avec un coquillage entre les jambes. Ça, je trouve ça dégueulasse. Non, moi justement, moi j'ai trouvé ça bien parce qu'on revient vraiment parce que c'est des choses qu'on montre pas, qu'on a l'habitude de pas montrer parce que c'est tabou.
Et je trouve que moi, honnêtement, sur cette pub, je trouve qu'elle est bien parce qu'il y a de plus en plus de gens. Ouais. Enfin, moi, je vois même sur Instagram, de plus en plus de femmes parlent des règles, etc. Et on voit, de- on lève un tabou en fait, Ouais, carrément, bah, c'est possible. Et honnêtement. c'est peut-être, enfin, finalement, je te dis, j'aime pas cette pub-là, c'est une pub qui me dérange, en fait. Ah Voilà, bah c'est pour ça, quoi. oui, Et c'est finalement, t'as dérangeant, raison. hein. C'est vrai que t'attires l'attention, machin. Maintenant, je pense qu'il y a enfin, je sais pas, une heure Parce de qu'une grande femme, écoute c'est quand pas. t'as des enfants, Ouais. et puis c'est peut-être un Oui, peu non, je compliqué. sais pour Mais les enfants, mais une femme, c'est pas que beau. Enfin, il y ah a non, tout. enfin, je dis pas que c'est moche, j'en sais rien, tu vois. Ouais, tu vois, non. On va pas avoir ce débat, mais non, mais je comprends ce que tu dis. Après, l'avantage de cette pub-là, c'est que tu vois, toi tu la kiffes, moi je l'aime pas, mais on a tous les deux un avis sur la publicité, quoi. Donc c'est plutôt bien joué. Hop. Voilà. Alors, donc là, c'est un petit panda. Sauver un bambou, manger un panda. Cool. Ça, c'est marrant, j'ai pas d'avis particulier, je sais même pas pourquoi est la pub, je sais même pas. Mais pas d'avis particulier sur Pas ça. d'avis J'aime bien les pandas, moi, donc. Oui. Puis le bambou, ça pousse trop vite, il y en a partout, donc je sais pas. Pas d'avis particulier. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Bah, ça, c'est rigolo, je sais pas qui a pu dire ça, mais. Les C'est inconnus. d'accord, ok. Ouais, alors. Par rapport à ça, ouais, là c'est pareil, c'est un vaste sujet. Je trouve ça drôle. Maintenant, je pense qu'il faut que ce soit dans un certain contexte, on va dire. Ouais. Parce qu'on entend tellement de choses. Enfin, moi, ça m'arrive souvent de raconter cette anecdote-là à des clients parce que ça m'a vraiment choqué. Un jour, je suis arrivé chez un prospect qui m'a appelé parce qu'il n'arrivait pas à communiquer auprès de ses cibles, etc. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est non, mais de toute façon, nos clients, ils sont bas de plafond. Comprendre nos clients, ils sont cons. Ah oui, d'accord. Okay. Et ça, ça, j'y crois pas trop, quoi. En fait, je pars du principe que si tu n'arrives pas à faire passer ton message, c'est ton message qui est pas bon et c'est pas l'inverse. Donc, d'un point de vue marketing, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est pas que les clients sont cons, c'est pas que les prospects sont pas bons, c'est votre message, c'est le chemin en fait que vous avez balisé jusqu'à le contact avec cette personne-là qui n'est pas bon. En fait. Et donc voilà, je sais pas si c'est vraiment le contexte de la phrase, mais c'est l'occasion de dire ça. Et je voulais te poser une question aussi, c'était comment réellement humaniser le marketing. Pour vraiment répondre à cette question, comment être humain en plein milieu de ces statistiques, comment parler aux gens de façon humaine sur les réseaux sociaux. Comment réussir à être authentique. En fait, j'ai envie de te dire, en leur parlant normalement presque. Tu vois, c'est un peu un truc qu'on a perdu parce que maintenant, on va te dire dans un email, il faut bonjour, prénom, virgule, il se passe ceci, nom de l'entreprise, machin ou je sais pas quoi, avec des tokens de personnalisation en automatique et tout. Donc il y a tellement de bonnes pratiques à suivre comme ça que bah, on en perd toute humanité. Mais en fait, ce qui fonctionne vraiment le mieux, bah, c'est d'être authentique. Mais c'est authentique, ça veut tout et rien dire en fait. Mais c'est juste d'être toi-même. Quand tu es une marque, tu as des forces, tu as des faiblesses. Et bah, faut accepter tes forces, faut accepter tes faiblesses, il faut composer avec. Et ce qu'il est vraiment important de faire, c'est de personnaliser et contextualiser tout ce que tu fais. Nous, quand on publie un truc sur les réseaux sociaux, quand je publie un email, ça m'arrive, j'envoie des emails automatiques tous les jours à des gens. Je peux pas envoyer un email en one-to-one à tout le monde. Donc j'envoie des emails automatiques par tout le temps. Mais dans mes emails automatiques, je mets des éléments de contexte, je mets des éléments qui ressortent de mon expérience, que j'ai pu entendre chez des prospects, que j'ai pu entendre chez des clients, qui parlent à tout le monde. Et en fait, moi j'ai un signal qui me dit que je sais qu'on va signer quelqu'un, c'est quand la personne me dit « mais c'est exactement ça ce que vous dites ». Et ça, c'est un truc qui revient hyper souvent. C'est quand quelqu'un lit un article et que je l'ai au téléphone ou que je croise quelqu'un dans la rue et machin, ah mais ce que tu as dit, c'est exactement ça. Et en fait, cette phrase-là, elle revient tout le temps. Et c'est là où tu sais que tu as fait le job parce que, en fait, t'as parlé de manière authentique et tu as surtout pris le temps de comprendre le contexte de la personne à qui tu parles. Alors oui, ton email, il est parti peut-être à 2000 personnes, mais 2000 personnes ultra segmentées dans un domaine d'activité précis, avec un contexte précis, avec une problématique précise, et t'apportes une solution vraiment adaptée à ces 2000 personnes-là. Et en fait, les gens sont hyper contents. Donc en fait, il faut écouter. C'est le marketing digital, c'est ça, c'est écouter. En fait. C'est quand tu publies quelque chose, il y a des gens qui commentent. Même juste quand tu analyses un peu ton site internet, tu vois qu'il y a des gens qui cliquent sur tel ou tel truc, qui ont un tel ou tel parcours sur ton site internet. Mais en fait, ils racontent une histoire quand ils font ça. En fait, en se baladant sur le site web, ça raconte une histoire et tu as juste à
écouter ça pour le répliquer dans tes emails, sur tes réseaux sociaux et tout. Et c'est là en fait où le marketing, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui en font, il y en a très très peu qui arrivent à générer du retour sur investissement parce qu'il n'y a que des gens qui pensent qu'il faut pousser des messages et que ça va tomber parce que mathématiquement on va toucher des masses et que ça va marcher. Le marketing, c'est pas du tout ça, c'est j'ai une cible, elle a des problèmes, elle a des questions, elle a des comportements, je dois comprendre tout ça et je dois faire en sorte d'être au bon endroit au bon moment et lui envoyer le bon message, tout simplement. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment la clé pour humaniser le marketing. Et ensuite, la question philosophique finale. Donc, les problématiques environnementales s'ancrent dans nos consciences et ont de plus en plus d'incidence sur nos comportements quotidiens. Selon toi, quel sera l'impact sur nos pratiques du numérique et comment cela va-t-il influencer dans le marketing de demain? Du coup, il y a deux sujets par rapport à ça. Il y a un sujet que je maîtrise plus que l'autre. Tout à l'heure, je te parlais de marketing éthique et je pense que c'est un peu important. Il y a des trucs tout cons. Maintenant, on sait que stocker des emails et stocker de la data qui sert à rien, forcément, ça pollue au niveau des consommations des data centers, etc. Et donc, il y a des choses à faire, des trucs tout bêtes, supprimer des emails, éviter d'envoyer des contenus qui servent à rien, qui sont jamais lus, mais qui resteront stockés dans une boîte spam. Moi, j'ai une boîte spam, je pense qu'on a tous ça maintenant. Quand on s'inscrit sur des trucs, on met une adresse mail. Et dans cette adresse mail, c'est tout con. Et je reçois des mails tous les jours et j'y vais jamais. Et sur cette boîte-là, il doit y avoir 5000 ou 6000 mails qui traînent. Et je pense que si tout le monde fait ça, déjà ça consomme de l'énergie. Donc en fait, d'envoyer tout et n'importe quoi, ça consomme. Après, l'avantage avec le marketing digital, c'est que forcément, on arrête tout ce qui est flyer qui finit dans le caniveau, qui finit à la poubelle, etc. Donc déjà, on gagne par rapport à ça. Et il y avait en fait, je suis parti du deuxième sujet que je maîtrisais pas. Donc celui-là, en fait, je pensais partir dans le premier. C'est la fatigue. Le premier sujet que je maîtrise mieux, c'est que plus globalement, aujourd'hui, l'acheteur fait vraiment attention aux valeurs d'une marque. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont effectivement sensibles à l'environnement et qui vont donc acheter chez une marque qui fait attention à l'environnement. Et donc, si tu ne prends pas en compte ces valeurs-là dans ton persona dont on parlait tout à l'heure, tu peux louper des opportunités de gagner des clients. Et donc, si ton persona il est sensible à l'environnement, il faut que ton histoire soit aussi, prenne ça en compte en fait. Et il faut que tu mettes en place des actions qui préservent l'environnement, etc. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus maintenant de marques qui disent si vous faites tel truc, moi je plante un arbre ou je sais pas quoi. Parce que, mais ça devient pas un peu surfait? C'était une question que je me posais parce que maintenant, pour un ou pour un an, maintenant les marques elles disent on va planter un arbre. Maintenant il y a des youtubeurs pour un like qui vont planter un arbre, etc. Est-ce que ça devient pas un peu hypocrite de faire ce genre de choses aussi? Je pense que c'est surfait, mais je pense que c'est pas grave. Parce que finalement, plus il y a d'arbres de planter, mieux c'est. Donc en fait, si les gens le font, parce qu'on va pas se mentir, quand tu as une marque qui te dit si tu fais ça, je plante un arbre, c'est pas que pour l'écologie, en C'est tout pas cas, pour c'est pour l'environnement, générer du justement, chiffre c'est ça, c'est d'affaires, pour générer du chiffre on est d'affaires. d'accord avec Du coup, ça. on en perd encore l'humanité et l'environnement. En fait, on revient tout. Ces marques-là, finalement, elles se basent aussi sur les chiffres. Ils se basent sur les chiffres, oui, mais là, j'ai envie de dire, ouais, vraiment, c'est pas très grave, quoi. À partir du moment où c'est une bonne action qui est réalisée derrière, c'est pas... moi, je préfère qu'il y ait des marques qui plantent des arbres juste parce qu'elles veulent faire du fric que personne plante des arbres. Ouais, d'accord. Okay. Donc par rapport à ça, oui, je pense qu'il y a des marques qui en abusent. Maintenant, il y a des marques aussi qui sont vraiment honnêtes par rapport à ça et on voit de plus en plus de zéro déchet, de machin, de j'enlève le packaging et tout. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui y croient et c'est un peu comme tout. Il y a des gens qui abusent et puis il y a des gens qui font c'est bien. ça, parce qu'il y a quand même des gens qui abusent quand même là-dessus sur le zéro emballage, etc. Mais ça devient un argument marketing. Mais tu sens qu'il est un petit peu faux en fait. Tu sens en fait se mettre à la mode, mais tu sens qu'il est faux quand tu payes plus cher ton truc sans emballage qu'avec emballage en fait. Là il y a un problème. Il y a plein de trucs, tu regarderas, t'achètes le yaourt avec emballage chez une marque, il est à 3 balles et tu vas l'acheter sans emballage dans un magasin particulier parce que c'est un magasin zéro déchet ou je sais pas quoi, et tu vas le payer 6 euros quoi. Alors parfois c'est aussi bon. J'avais entendu dire, je sais plus quelle marque, le fait de mettre zéro emballage, ça peut coûter plus cher parce qu'au niveau du transport, au niveau du conditionnement, etc. Comme c'est pas le même, ça peut rajouter des coûts. Pour l'emballage, c'est possible, mais quand tu regardes que finalement acheter une boisson sans sucre ou acheter un truc où t'as pas rajouté de sel ou tel consommateur, ça coûte. Consommateur, ça veut rien dire. Conservateur. En fait, il y a plein de produits où on ajoute des trucs
Et si tu l'achètes sans qu'on ait ajouté ces trucs-là, c'est plus cher. Ça, c'est pas hyper logique. En fait, hein. Non, effectivement, il y a des choses qui sont pas logiques. Mais là, oui, après, c'est des débats un peu éthiques. C'est pas des sujets que je maîtrise à fond. Mais oui, je pense que c'est surfait. Mais je pense que sur des sujets comme ça, c'est pas grave. Parce que si on fait des trucs cool, bah, c'est cool. D'accord. Comment du coup, ne pas tomber dans le piège du greenwashing qui peut être mal perçu? Greenwashing, rappelle-moi. Bah, c'est le côté vraiment environnemental. Ouais. Comment ne pas tomber dans ce piège-là de ces marques-là qui sont pas. Bonne question. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément un sujet que je maîtrise, mais plus globalement, je pense que qu'il faut essayer de le faire avec authenticité et toujours le faire en fonction de ce que te disent tes clients, en fonction de ce que te dit ta communauté et en fonction de ce que demandent en fait les gens qui sont autour de toi, donc que ce soit tes partenaires, tes Que ce soit fait avec le communautés. cœur. En fait, il faut que ce soit fait, forcément plus c'est honnête et plus c'est authentique, donc plus ça fonctionne, enfin plus respectable c'est, en tout cas, je dirais même pas que plus ça fonctionne, j'en sais rien. Mais après, comment ne pas tomber dans le travers, en fait, c'est pas, enfin, ce travers-là, c'est pas très grave, j'ai envie de te dire. Enfin, tu vois, autant s'il y a des marques qui tombent dans le travers de bad buzz, de abuser de je mets ma mie dans le corbillard parce que je l'amène en covoiturage, si tout le monde abuse de ça, ça pose problème. Quand toutes les marques abusent jouent sur la recherche du bonheur pour gagner des clients, ça pose problème. Maintenant, si derrière ça a des répercussions positives d'un point de vue écologie ou je sais pas quoi, c'est cool, quoi. C'est pas D'accord. grave. Et les dernières questions, comment dire, quelqu'un qui se lance et qui parle avec le cœur et qui ne regarde pas les statistiques ni rien, mais qui ne fonctionne pas, comment faire pour gagner en notoriété Ouais, sans s'occuper des statistiques, sans regarder forcément ce genre de choses, mais du coup, tu réussis pas forcément. Non. Toi, tu as fait une bascule parce que tu avais déjà pensé aux statistiques pour grimper. Oui. Donc c'était un petit peu plus facile, entre guillemets. Si tu avais commencé de zéro en pensant humaniser le marketing, tu aurais fait comment? Bonne question. Comme je te disais tout à l'heure, effectivement, moi c'est confortable parce que j'ai déjà une audience et j'ai déjà une communauté, donc je peux me permettre d'être authentique. Mais en même temps, je l'étais au départ en fait. Au départ, j'ai été authentique. J'ai publié des articles comme j'avais envie. Je faisais pas forcément attention aux statistiques et je publiais des articles moi pour progresser et pour apprendre. Le but de mon blog au départ, c'était même pas. Enfin, si, c'était d'aider les boîtes à faire du marketing digital, mais c'était surtout pour apprendre des trucs, quoi, en fait, pour apprendre ce que je lisais, etc. Et je leur Partager ta mettais par passion écrit, aussi. etc. Partager ma passion. Donc c'était quand même, au départ, c'était quand même vachement égoïste aussi de ma part finalement de lancer tout ça. Donc j'étais quand même authentique par rapport à ça. Je suis tombé dans le travers après parce que finalement quand j'ai créé ma boîte, faut que tu génères du chiffre d'affaires et puis quand tu te rends compte que quand tu fais tel ou tel poste, ça génère plus de prospects que quand on fait d'autres, tu vas avoir le mauvais réflexe de faire que ce qui marche. Maintenant, quelqu'un qui commence aujourd'hui, c'est compliqué, que ce soit, qui regarde les chiffres ou pas en fait. Et je pense que c'est même plus compliqué si tu regardes les chiffres et que tu essayes de faire que ce qui marche ailleurs. Parce qu'en fait, ce qui marche chez moi aujourd'hui, ça marche chez moi parce que j'ai une audience. Oui. Donc si demain tu essaies de répliquer... je dirais pas que je suis une personnalité, mais tu as ton caractère. Ah oui, carrément. Tu as une personnalité. Oui. Oui, je pense. Mais après, je pense que oui, du coup, si tu essayes de répliquer ce que tu vois chez des gens qui sont déjà installés, ça marchera pas pour toi parce qu'en fait, quel est l'intérêt de venir lire un truc chez toi, je te connais pas, alors que je vais le lire chez quelqu'un que je connais, que j'apprécie, que je suis déjà depuis longtemps. Donc il n'y a pas d'intérêt. Et je pense que, mine de rien, les personnes qui arrivent à sortir un peu du lot aujourd'hui sont des personnes quand même assez authentiques. Je pense qu'il suffit de regarder un peu YouTube pour ça. Donc oui, il y a les influenceurs qui sont là depuis longtemps et qui, franchement, je pense qu'ils tombent déjà dans ce que je te décrivais tout à l'heure, de faire tout pour des chiffres, etc. Je pense qu'il y en a pas mal. Oui. Mais maintenant, il y a quand même pas mal de chaînes qui grimpent, qui font des trucs. Et c'est des gens qui sont hyper authentiques, qui sont hyper eux-mêmes, et c'est parce qu'ils sont différents. Et même d'un point de vue blog, je pense notamment à un gars qui s'appelle Danilo Duchesne, qui lui s'est spécialisé dans des conseils sur tout ce qui est Facebook Ads, etc. Il a sa personnalité, il a son truc. Je pense qu'il fait vraiment des choses comme il a envie de les faire et comme il a pu les voir ailleurs. Et en fait, il a déjà une audience de fou et il génère un trafic quasiment aussi fort que le mien, si c'était même peut-être plus maintenant. Et il a commencé il y a 1 an, quoi. Donc c'est faisable. Mais en fait,
plus on va avancer dans l'internet, plus ce sera compliqué de faire son trou, que ce soit en regardant les chiffres ou pas, quoi, en fait. Et donc, quitte à ce que ce soit difficile, autant être soi-même et faire un truc. Parce qu'en fait, le marketing digital, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la régularité. Et si tu fais un truc avec lequel tu n'es pas aligné, tu seras de moins en moins motivé. En fait, tu tiendras pas le coup. Donc, le but, c'est vraiment de te faire un truc qui te plaît à toi, de tester, de mener des expérimentations sur les trucs qui te font kiffer, que tu as envie de tester. Parce que si tu fais pas ça, en fait, tu n'auras pas la motivation et ce sera compliqué. Donc, comme le chemin sera long, il vaut mieux le faire dans le confort, comme je disais tout à l'heure. Et faire le confort, ça passe par des actions qui soient alignées avec soi-même et d'être soi-même, simplement. Pas forcément travailler longtemps, mais efficace. Travailler longtemps, je pense que c'est important. Travailler dur, non. Enfin, il y a vraiment une nuance. Alors, quelle est la nuance du coup? Ouais, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais en fait, la différence, c'est que travailler dur, c'est se faire du mal. En fait. C'est faire des trucs qui te plaisent pas forcément, c'est faire des trucs dans lesquels tu crois pas forcément, c'est faire des trucs parce que les gens pensent que c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Et ça, c'est un problème. Travailler longtemps, mais dans le confort, c'est travailler sur des trucs qui te plaisent, toi, et qui sont justement alignés avec tes valeurs et avec avec ce que tu as envie de faire, en fait, tout simplement. Et moi, ça arrive de bosser, donc maintenant je bosse plus 11-12 heures par jour, ou 13-14, parce que c'est beaucoup trop. Et ça m'arrive encore de bosser 9-10 heures. Par contre, je vais bosser sur des trucs qui me plaisent, donc je vais faire un podcast, je vais faire des vidéos. Et même si c'est les articles de blog qui fonctionnent le mieux chez nous, moi j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui, un podcast, parce que je suis fatigué et parce que j'ai pas la tête à écrire, je vais faire ça, quoi. Et la différence, elle est vraiment là, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de sens au travail et tout, donc je voulais pas aborder le sujet parce que c'est un truc c'est vraiment un sujet qui est hyper large et ça demanderait vraiment très très longtemps. Mais en fait, la différence entre travailler dur et travailler longtemps mais dans le confort, c'est le sens. En fait. C'est quand tu travailles dur, c'est qu'en fait tu travailles sur un truc où t'as pas le sens. En fait, tu sais pas pourquoi tu le fais et t'as perdu le fil. En fait. Tu fais un truc parce que faut faire quelque chose, parce qu'on te dit qu'il faut travailler, parce qu'on t'a dit qu'il faut travailler dur pour réussir, donc tu travailles, tu sais pas pourquoi tu le fais. Quand tu as un sens, quand tu sais que tu fais quelque chose pour une raison, mais tu peux travailler longtemps, en fait, ça te ressource de le faire parce qu'il y a du sens, en fait, tu trouves quelque chose. Quand tu n'as pas de sens, tu travailles, tu dépenses de l'énergie, mais il n'y a rien qui te remplit la jauge d'énergie, en fait. Quand tu as du sens, nous, le sens, c'est quoi? En fait, moi, ce que je fais, finalement, ça peut paraître un peu bateau, mais ma mission, quand je me lève le matin, c'est je dois permettre aux gens d'être plus épanouis professionnellement. En fait, quand je vais voir un client, je veux qu'il soit épanoui à la fin, quoi. Ça m'est arrivé plein de fois de repartir de chez un client, ça m'est arrivé notamment une fois où je suis reparti de chez un client où la DG n'était pas contente et je lui ai dit, vous savez, c'est pas grave parce que les deux personnes qui sont au marketing et vos commerciaux, ils sont plus engagés qu'avant, ils sont plus contents, ils ont appris des trucs et je sais que ça va leur servir dans leur carrière. Moi, j'ai fait mon job, en fait. Et mon but aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est d'aider les gens à progresser et à être plus confortables dans leur boulot. Parce que dans le marketing, et ça vous le verrez de plus en plus dans les boîtes, quand tu es au marketing, en fait, personne ne sait ce que tu fais, personne ne sait pourquoi tu le fais, et en fait, le sens au travail dans le marketing, c'est très très compliqué à trouver. Et donc, moi, en fait, ma mission avec la digitalisation, c'est tout simplement de ramener le sens dans le marketing. C'est un métier un peu inconnu aussi. C'est un métier inconnu et c'est un métier qu'on a longuement catalogué. En fait, on disait, oui, le marketing, c'est quoi? C'est tu fais des dessins, tu fais le Photoshop, tu fais le Facebook, pendant que les commerciaux sont dehors sous la pluie à essayer de trouver des clients. Sauf que maintenant, le marketing, c'est plus ça, avec les outils qui existent, avec la digitalisation, justement, avec les outils d'automation dont on parlait, les outils d'analytics, etc. Tu as la possibilité de mettre en place des actions qui génèrent vraiment du retour sur investissement et qui permettent vraiment de développer le chiffre d'affaires. Et quand tu amènes ça dans une boîte et que le marketing passe de je fais des dessins sur Facebook à génère vraiment du chiffre d'affaires, le marketeur il est hyper content, quoi. Et moi, quand je vois que j'ai un client, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais de voir des personnes en marketing arriver à générer des prospects et à crier, à être content, à sauter. Il y a même une personne une fois qui nous a fait la danse du leads. En fait, on des leads, elle dansait, elle fait la danse du leads. En fait, c'est pour ça que je me lève le matin. Et du coup, je travaille longtemps. Et quand je vois quelqu'un qui fait ça, je travaille dans le confort. En fait, je suis content et j'y trouve quelque chose. Et forcément, c'est différent. Il trouve un sens, du coup. Exactement. Et ça, c'est un vaste sujet. On pourrait en faire, je te dis, une vidéo. Mais le sens au travail, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui parce que maintenant, on est dans une société où on n'a plus trop de problèmes. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus d'épidémie. Oui, ça peut arriver. Mais en gros, maintenant, on a du temps pour penser. On est souvent sur le smartphone et sur les ordis, donc on est souvent dans le mental, donc on pense beaucoup et on réfléchit à pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là, pourquoi je suis au bureau le matin, etc. Parce que maintenant on n'a plus, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais
Mais maintenant, on n'a plus la pression de faut que j'aille travailler pour gagner à manger parce que je pourrais me tourner d'une manière ou d'une autre, etc. Et maintenant, on a un confort. Alors, il y a des gens qui vont crier quand je dis ça, mais si on prend un peu de recul et qu'on analyse par rapport à il y a quelques générations, on a un confort qu'aucune génération a eu avant nous. Oui. Et que du coup, maintenant, on se pose des questions qu'on ne se serait jamais posées avant parce qu'on n'avait pas le temps ou le luxe de se poser. On travaillait dur. Et parce qu'on travaillait dur et parce que c'était comme ça qu'il y avait là, pour le coup, il n'y avait pas d'autres options. Et maintenant qu'il y a d'autres options et qu'on voit qu'il y a des gens qui font différemment, on se pose plein de questions. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi moi je fais ça? Et pourquoi je suis en bureau? Et pourquoi je viens me faire chier à faire du marketing dans ma boîte? Parce que mon DG va me dire que de toute façon ce que je fais ça sert à rien et qu'il n'y croit pas, etc. Et ça c'est un gros problème, quoi. Et c'est pour ça que travailler dur c'est de la connerie et qu'il faut juste ajouter un peu le sens au travail et juste revoir ton organisation pour être un peu plus productif. Et tu verras que tu travailleras un peu moins. Tu travailleras encore beaucoup parce qu'on ne peut pas réussir en travaillant que 2 heures par jour. Si on part de zéro, c'est impossible. Mais tu travailleras dans le confort et tu trouveras quelque chose. Donc, D'accord. voilà. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Bah de rien, Merci merci d'avoir pris ton temps. Et bah c'est normal, ça me fait plaisir. Merci.